Bonjour, je suis DevOps à La Ruche qui dit oui. Je vais vous parler de notre migration et de l'automatisation qu'il y a eu autour de ça et qu'on pratique aujourd'hui. Alors, La Ruche qui dit oui, qu'est-ce que c'est? On est une plateforme en ligne de circuits courts. C'est-à-dire que via notre plateforme, vous pouvez acheter des produits à nos producteurs, aux producteurs qui sont sur la plateforme. Comment dire le mieux, c'est que vous vous inscriviez. Je vous invite à le faire. Si vous voulez comment dire, soutenir nos agriculteurs, les agriculteurs des régions, une agriculture locale. Alors, pourquoi AWS? Auparavant, nous étions chez un hébergeur traditionnel et on voulait évoluer pour diverses raisons. La première chose, c'est qu'on voulait gérer notre infrastructure. On voulait faire nos propres choix techniques. À l'époque, quand on avait besoin d'un nouveau serveur, c'était un devis, c'était quelquefois 3-4 semaines d'attente pour l'obtenir. On avait une infrastructure qui était figée, donc en cas de charge, en cas de passage TV ou de pic saisonnier. Je sais que vous aimez bien les tomates, je vous ai mis un petit smiley. Il fallait pouvoir tenir la charge, et là encore, c'était des devis, préparer des serveurs à l'avance, anticiper, ce qui n'est pas toujours faisable. Donc on voulait avoir cette flexibilité-là. On voulait aussi pouvoir agir à distance. On a une équipe qui est assez étalée sur la France. Donc voilà, on voulait gérer notre infrastructure à distance. Et enfin, c'était un choix pragmatique, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe. À l'époque, j'étais tout seul, pour tout vous dire, qui a grossi depuis, bien entendu. Et on avait quelques connaissances d'AWS à l'époque, donc c'était un choix qui était assez naturel. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement de la migration de notre API, qui est le gros morceau pour nous. Et je reviendrai après sur l'aspect plutôt automatisation. C'est quelque chose qui nous a pris 4 mois. On a recruté pour l'occasion, on est 3 DevOps aujourd'hui encore. Elle a été, dès le début, pensée pour être automatisée. On voulait, pour ça, réduire les erreurs humaines pendant la migration notamment, pouvoir revenir en arrière, valider des changements de façon la plus itérative possible. Et valider surtout les changements par le reste de l'équipe. Alors l'architecture, en août, elle ressemblait à ça. C'est une architecture qui est figée. On avait en frontal du varnish, comme beaucoup de monde, des applications, des serveurs d'applications, et on avait 2 types de bases de données derrière. On avait d'un côté plutôt le côté relationnel avec PostgreSQL, et on avait une base de données orientée documents MongoDB. Je vais revenir après dans les détails. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une architecture qui était figée à l'époque. Donc la première chose qu'on a fait en septembre, c'est bien entendu préparer le terrain. On a créé notre compte AWS, on a créé tout ce qu'il fallait en termes de réseau. On a créé un sous-réseau par privé et un sous-réseau public par zone de disponibilité Amazon. On a créé un VPN. On s'est dit que ça allait être utile par la suite pour transférer des données, pour lancer des scripts depuis l'ancienne infrastructure vers la nouvelle, ou même inversement. Et on a bien entendu créé un NAT pour côté AWS pour que nos machines dans le privé puissent accéder à Internet. Fin septembre, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est ajouter CloudFront pour distribuer au plus proche de nos utilisateurs nos contenus, pour décharger Varnish et pour préchauffer quelque part le cache quand on migrera le Varnish côté Amazon. Donc c'était assez simple à faire, hein, créer la distribution, échanger le DNS. Donc quelque chose de transparent. En octobre, on s'est attaqué à la partie MongoDB. Alors il faut savoir que MongoDB, on l'utilisait pour stocker des fichiers binaires. On utilisait le côté gridfs de MongoDB pour ceux qui connaissent. Ça requiert quand même pas mal de maintenance, pas mal de compétences. On était une petite équipe, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a plutôt choisi de partir vers S3. Et pour ce faire, on a créé le bucket S3 côté AWS. On a beaucoup travaillé avec les développeurs. Il faut savoir qu'à la Ruche, notre équipe, on est regroupé avec les développeurs, donc on est au quotidien avec eux. Donc pour migrer de MongoDB, on a travaillé beaucoup avec les développeurs. On a d'abord commencé par faire toutes les écritures sur les 2 bases de données, c'est-à-dire sur MongoDB et sur S3. Ensuite, on a synchronisé les fichiers qui étaient encore dans MongoDB non présents dans S3. Et enfin, on a basculé tout simplement les lectures vers S3 et on a pu éteindre MongoDB de façon totalement transparente. Alors, là, on attaque le gros morceau, donc plutôt sur la fin de l'année, la migration vraiment de l'API. On a tout recréé.
Donc on a pris plus ou moins une équivalence et on a basculé de l'autre côté. On a utilisé des choses qui étaient intéressantes chez Amazon, notamment les ALB pour le routage de l'API, peut-être des microservices demain. Donc c'était un choix assez pragmatique et un choix d'avenir. On a utilisé AWS RDS pour recréer notre base de données, donc avec PostgreSQL. Et on a tout simplement écrit un script de backup qui réinsère directement dans RDS. Alors le jour J, ça a été le 28 décembre. Il faut savoir que techniquement, on n'a pas fait grand-chose. On a lancé le script de synchronisation de base de données qu'on avait écrit et on a attendu. On a passé un bon moment devant l'écran à regarder où est-ce que ça en était. Et enfin, une fois que ça a été validé, que ça a été terminé, que le script s'est terminé, on a tout simplement changé la configuration de CloudFront pour taper sur la nouvelle infrastructure. Et c'était fait. Voilà, il n'y a pas eu d'imprévu, tout s'est très bien passé. Donc ça, c'était pour l'aspect vraiment migration. Sur l'aspect automatisation maintenant. Alors, on a vraiment une culture DevOps à La Ruche qui dit oui. Pour moi, l'important dans la culture de la boîte de ce côté-là, c'est le fait qu'on n'intervient quasiment jamais manuellement. Pour ce faire, on utilise beaucoup GitHub. Tout est dans GitHub chez nous. Aussi bien l'infrastructure, la documentation, les configurations. On fait de la revue de pair à pair, c'est-à-dire qu'on ne met rien dans GitHub sans que ça ait été relu par quelqu'un d'autre. Très, très important. Et enfin, on a des tests sur tout. On fait le simple linter jusqu'à la création de l'infra, des serveurs pour tester, valider que les bons logiciels se lancent bien, etc. etc. Et enfin, l'application des changements, c'est Jenkins qui le fait pour nous. C'est-à-dire qu'on n'applique jamais, on lance jamais un script manuellement, c'est Jenkins qui le fait pour nous, tout simplement. La console AWS, on l'utilise pas vraiment. Elle nous sert d'outil de visualisation, de suivi, éventuellement pour explorer une nouvelle solution qu'on souhaite tester. On ne va pas tout de suite terraformer, on va commencer par explorer avec la console. Mais généralement, on ne l'utilise pas au quotidien dans les opérations. En termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'on utilise? L'outil principal, les deux outils principaux, c'est Terraform et Chef. Terraform pour le côté vraiment création de l'infrastructure AWS, donc créer les services RDS, les configurations RDS, les instances EC de autoscaling, etc. Les tests, c'est un Terraform plan. Donc si vous utilisez Terraform, vous connaissez très bien la commande. Elle permet de donner ce qui va se passer. Et on fait enfin, pour l'application des changements de Terraform, on utilise un log dans DynamoDB qui nous permet d'éviter qu'il y ait deux lancements de Jenkins qui se lancent en parallèle sur la même infrastructure. On utilise Chef pour la configuration des serveurs, Kitchen pour les tests, donc c'est l'outil qui va par défaut avec Chef. Donc c'est vraiment pour configurer ce qui tourne sur les serveurs. Voilà. Parce que la Terraform s'occupe vraiment de la partie infrastructure et Chef vraiment de la partie configuration serveur. Enfin, on utilise Packer pour créer les EMI à partir de Chef. Et on utilise Amazon CloudWatch, plus une solution maison pour monitorer l'intérieur des serveurs. Là encore, Amazon CloudWatch, par défaut, vous n'avez pas de métrique sur ce qui se passe dans vos serveurs. Donc soit, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un agent qui est fourni par AWS, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Du coup, nous, on a codé notre propre solution qui fonctionne pas mal, qui est disponible, si vous le souhaitez. Les déploiements applicatifs, on utilise pour ça AWS Code Deploy. Comment ça fonctionne? C'est une archive qui est générée sur S3. En résumé, quand quelqu'un fait un merge sur la branche master de notre repo GitHub, ça génère une archive S3 avec tout le code dedans, les librairies, les dépendances, etc., qui est poussé vers S3. Jenkins notifie directement AWS Code Deploy qui va chercher l'archive dans S3 et qui la déploie sur nos serveurs. Même principe pour les... Donc ça, c'est... On a une politique un peu de... Quand on merge sur master, ça déploie sur tous les environnements sauf la prod. Quand on tag dans GitHub, ça déploie sur la prod. Voilà, merci beaucoup. Il y a les contacts si vous voulez discuter plus longuement. Merci.